Il y a des choses qu'on fait pour se débarrasser d'un problème, et on finit par en créer un autre qui touche le cœur. Eh bien, mes amis, cette histoire commence en plein mariage déjà payé, traiteur réservé, et marié habillé jusqu'aux dents. Mais le marié, lui, il avait la tête ailleurs, plus précisément dans l'arrière-cuisine du manoir. Si vous aimez les bonnes histoires, laissez déjà un like et abonnez-vous. Sinon, vous risquez de manquer la suite de ce récit qui mêle baisers interdits, secrets de famille et rebondissements dignes d'un feuilleton de 21 heures. Il s'appelait Heitor Vasconcelos, 35 ans, PDG d'une multinationale technologique et héritier du deuxième plus grand empire commercial du sud du pays. Beau, riche, élégant et complètement embourbé dans une promesse de mariage qu'il n'avait jamais voulu honorer. La fiancée, Isadora, était de celles qui ne clignent pas des yeux. Fille de politicien, élevée pour devenir première dame, ou du moins l'épouse de quelqu'un qui aurait plus de pouvoir qu'elle. Tout était prêt, sauf l'essentiel, l'amour. Heitor la regardait et voyait un contrat ambulant, une alliance entre familles, un jeu de pouvoir. Mais ce matin-là, vêtu d'un costume à 50 000 raies, il ne voulait pas signer cet accord par un baiser à l'hôtel. Fuir son propre mariage, ce n'est pas simple, hein? Vous vous dites sûrement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a inventé l'excuse la plus absurde que le désespoir pouvait engendrer. Dans l'arrière-cuisine du manoir, entre torchons et odeur d'ail frit, il y avait elle, Livia, une vingtaine d'années, fille de Donna Alzira, qui cuisinait pour les Vasconcelos depuis 3 décennies. Livia était discrète, marchait comme une ombre, avec une beauté qui ne faisait pas de bruit, mais qui ne quittait pas l'esprit. Heitor entra, haletant, tira une chaise et dit « Tu me fais confiance ?» Livia écarquilla les yeux, essuyant ses mains sur son tablier. « Monsieur Heitor, vous allez bien ?»« Non, je suis sur le point de faire la plus grosse erreur de ma vie, et j'ai besoin de ton aide, maintenant. » Elle ne savait pas si elle devait rire ou fuir. Mais avant qu'elle puisse décider, il lâcha. « Embrasse-moi. »« Quoi ? Embrasse-moi. Ici. Maintenant. C'est le seul moyen de m'échapper sans éveiller de soupçons. »« Vous êtes fou ? » ?»« Complètement. » Et avant que le « non » ne sorte correctement de la bouche de la jeune femme, il l'avait déjà fait. Il l'a embrassée. C'était rapide, soudain, fiévreux, injuste et inoubliable. Mais le pire, ou le meilleur selon le point de vue, est venu après. La porte s'est ouverte, et la mère d'Isadora, avec un visage capable de flairer de l'argent faux à des kilomètres, a tout vu. Heitor relâcha doucement Livia, comme on relâche un secret dans l'air. « Voilà, » murmura-t-il, « il n'y aura plus de mariage. » Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est ce que ce baiser allait remuer en lui, dans son cœur, son passé, et le destin de tant d'autres. Oui, le monde tourne, ma fille. Et parfois, il tourne avec ardeur. Il y a des portes qui, une fois ouvertes, ne se referment plus. Et celle-ci en faisait partie. La mère de la mariée resta là, sur le seuil de l'arrière-cuisine, comme si elle assistait à un accident au ralenti. Le rouge à lèvres d'Heitor brillait encore sur les lèvres de Livia. Le silence pesait comme une marmite en fonte. On n'entendait que la bouilloire sifflant sur la cuisinière et le cœur de la jeune femme battant dans son cou. « C'est une blague ?» demanda Donna Odette, la voix craquant comme du verre. Heitor se tourna lentement, avec ce flegme que seuls les très riches savent adopter pour faire semblant de garder le contrôle. « Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Je ne vais pas épouser votre fille, Donna Odette. » Elle cligna lentement des yeux. Ce n'était pas une femme à hurler. Elle faisait partie de celles qui traitent l'information avant de réagir. « Vous avez embrassé la domestique ?» Livia sentit le sol se dérober sous ses pieds, baissa les yeux, ravala ses larmes. Mais Heitor ne broncha pas. « Oui, et je le referai. C'est là que le scandale a éclaté. » Donna Odette écarquilla les yeux, pointa le doigt et cracha son venin. « Votre carrière politique est terminée. Votre nom ira à la poubelle. Vous venez de jeter à la mer l'accord commercial le plus important du pays pour un caprice minable de 30 minutes avec cette... Attention à vos mots, coupa Heitor, avec une fermeté qu'aucune domestique, même la plus ancienne, n'avait jamais vue chez lui. Cette jeune femme a plus de dignité dans le petit doigt que bien des noms de la presse mondaine. Donna Odette s'éloigna,
ses talons martelant le couloir, comme si elle piétinait des os. Livia tremblait, les mains, les épaules, la voix. « Je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous fait ça ?» Heitor la regarda avec une sincérité qui faisait peur. « Parce que j'avais besoin d'un prétexte. Mais, pour être honnête, je ne pensais pas ressentir ça. Ça... quoi? Quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais que je n'ai jamais ressenti avec Isadora. » Livia secoua la tête, cherchant à comprendre si c'était un rêve, une folie ou un piège, et dit « Ça va me coûter mon emploi. Ça va tout coûter à ma mère. Non, je vais arranger ça. Vous ne comprenez pas. Des gens comme moi n'ont pas de solution. On a juste la peur. On apprend à ne pas se faire remarquer. » Heitor ravala sa salive. Pour la première fois, peut-être dans toute sa vie, quelqu'un lui imposait des limites. Et pendant ce temps, dans le grand salon du manoir, la cérémonie avait déjà 25 minutes de retard. L'orchestre répétait une marche nuptiale qui ne serait jamais jouée. Les invités commençaient à murmurer, et Isadora, habillée en mariée, se regardait dans le miroir avec un sourire figé, sans savoir qu'elle était sur le point de devenir la risée d'une demi-ville. Mais le destin... Ah, le destin ne faisait que chauffer les moteurs. Ce soir-là, une vidéo allait fuiter, et pas n'importe laquelle, celle du baiser, filmée, furtivement, par une caméra de sécurité dans l'arrière-cuisine. Juste l'image, sans son, mais assez claire pour faire exploser Internet. Ce qui n'était qu'un geste de fuite allait devenir un scandale national. Ce qui n'était qu'un geste de fuite allait devenir un scandale national. Oui, on dit que qui cherche, trouve. Mais personne ne dit que ce qu'on trouve peut tout bouleverser. Vous savez, ce qui est pire que d'être trahi, c'est d'être trahi devant tout le pays. Parce que ce samedi soir-là, alors que le manoir tentait de contenir le scandale et que les fleurs de l'hôtel n'avaient même pas encore fané, la vidéo du baiser entre le PDG millionnaire et la domestique avait déjà franchi les murs de la propriété et atterri sur Internet. 30 secondes de silence et de scandale. Une caméra mal placée, un angle flou, mais suffisant pour montrer le baiser avait eu lieu. Et ce n'était pas un simple petit bisou. La vidéo s'est propagée comme une épidémie, des groupes WhatsApp des demoiselles d'honneur jusqu'aux influenceuses à potins avec 2 millions d'abonnés. En moins de 3 heures, Heitor Vasconcelos était le nom le plus recherché du pays. Et Isadora, la fiancée trahie, elle a vu la vidéo dans la suite nuptiale entourée de bouquets et de haine. Elle a crié, brisé un miroir, déchiré son voile et eu encore la force d'arracher ses boucles d'oreilles en diamant qui valaient le prix d'un appartement. « Il va payer pour ça !» grogna-t-elle, les yeux remplis de rage. « Pas avec de l'argent, avec sa réputation. » Pendant ce temps, à l'étage inférieur, Heitor tentait de respirer, mais l'air semblait enfermé dans les murs du manoir. Livia avait disparu. La jeune femme qui l'avait embrassée, sans vraiment demander, sans réfléchir aux conséquences, était maintenant au centre d'une tempête qui pouvait ruiner sa vie. Il appela le garde. « Livia, où est-elle » ? Elle est partie avec sa mère, par la sortie de service. Elle pleurait, et c'est là que le poids est tombé, lourd, brutal, presque physique, car Heitor, qui avait toujours commandé, toujours acheté, toujours contrôlé, ne pouvait désormais pas réparer les dégâts d'un baiser. Dans la maison simple de l'autre côté de la ville, Livia s'était enfermée dans sa chambre. Le téléphone vibrait sans arrêt. Des amis envoyaient des captures d'écran, les voisines faisaient des blagues, une tante curieuse voulait savoir si c'était vrai. Elle éteignit son téléphone, supprima son profil. Elle voulait disparaître. « Ma fille, qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Donna Alzira, les yeux rouges. « Rien, maman. Juste un mensonge qui est devenu vérité. Il t'a forcé ? Non. Alors, tu as aimé. » Livia resta silencieuse, parce que son corps disait une chose et son cœur une autre, et entre les deux vivait la peur. Le lendemain, les gros titres n'étaient pas tendres. L'héritier de l'Empire Vasconcelos échange sa fiancée contre une domestique. Scandale à la cérémonie de l'année. Baiser interdit tourne au chaos. Qui est la mystérieuse Livia, la jeune femme qui a déstabilisé l'élite? Mais ce que personne ne savait, c'est que ce baiser n'était pas qu'un scandale. C'était un symptôme d'un passé enterré,
d'une histoire ancienne, d'un secret qui liait ces deux êtres bien avant ce samedi. Et ce qui allait suivre allait dépasser les potins. Ce serait une vengeance. Le scandale du baiser commençait déjà à se dissiper dans la bouche du peuple, mais dans la vie de Livia, c'était une plaie ouverte. Lundi matin, la petite maison de sa famille s'est réveillée encerclée de journalistes. L'un d'eux a crié « Est-il vrai que monsieur Heitor entretenait une relation secrète de longue date avec la jeune femme ?» Un autre « Donna Alzira, saviez-vous que votre fille était impliquée avec le patron ?» Et le pire venait d'une blonde au micro rouge et à la voix venimeuse. « Vous sentez-vous coupable d'avoir brisé un mariage de haut niveau ?» Livia pleura, en silence, de honte, mais pas Donna Alzira. Elle sortit sur le pas de la porte, tablier encore couvert de farine, et dit « Ma fille n'a rien brisé, madame. Elle a été utilisée. Comme je l'ai été, il y a bien des années. » La journaliste s'étouffa. « Comment ?» Donna Alzira baissa les yeux, respira profondément et murmura « Rien. C'est juste que cette maison, celle des Vasconcelos, elle a détruit bien des vies, et ce n'est pas nouveau. » Pendant ce temps, au dernier étage vitré du siège de Vasconcelos Global, Heitor faisait face à une réunion d'actionnaires plus glaciale qu'une morgue. « Vous avez jeté notre nom dans la boue !» s'exclama son oncle Alvaro, aussi vice-président. « J'ai sauvé ma vie, c'est différent. Sauvé ! Sauvé de quoi? De l'union entre les deux familles les plus puissantes du sud du pays. » Heitor se leva, alla jusqu'à la fenêtre. « Personne ne m'a jamais demandé ce que je ressentais. » Alvaro eut un rire sec. « Tu es un Vasconcelos. Les sentiments sont un luxe pour ceux qui n'ont pas d'héritage. » Heitor sortit une vieille photo d'un tiroir. On le voyait enfant aux côtés d'un homme noir, grand, souriant, en uniforme de jardinier. « Tu te souviens de Rubens, cet employé qui a disparu? Il n'a pas disparu. Il a été renvoyé du jour au lendemain, effacé des archives de l'entreprise, de la feuille de paie, de l'histoire familiale. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Parce que c'était le père de Livia? » Silence. Alvaro blêmit. « C'est impossible. Je le pensais aussi. Mais il a laissé une lettre, cachée dans la serre de la maison de campagne. Et tu sais ce qui est écrit ?» Heitor posa la lettre sur la table. Alvaro la lut. Ses mains tremblaient, les mots brûlaient. « Si un jour mon sang croise le leur, que ce soit avec vérité, et que mon petit-fils hérite non seulement du nom, mais aussi du droit de savoir qui il est. » Alvaro froissa la lettre. « Ça ne peut pas sortir d'ici. C'est déjà trop tard. Parce que la vérité, mon ami, a de longues jambes. Et une fois qu'elle se met en marche, aucune barrière ne peut l'arrêter. » Ce même après-midi, Livia ouvrit une vieille boîte en carton, au fond de l'armoire de sa mère. Et à l'intérieur, parmi des photos jaunies et des chèques déchirés, se trouvait une enveloppe. Sans expéditeur, sans timbre, mais avec une coupure de journal datant de 23 ans. Un employé des Vasconcelos disparaît après avoir dénoncé une relation interdite avec une femme de la haute société. Et juste en dessous, griffonné au stylo, elle est tombée enceinte, et l'enfant a leur sang. Livia trembla. « Maman, c'est quoi ça ?» Donna Alzira devint pâle. « C'est ce que j'ai toujours voulu cacher, parce qu'il y a des choses qu'on cache même à ceux qu'on aime. Mais le destin trouve toujours un moyen d'ouvrir les boîtes qu'on avait scellées avec douleur. Et désormais, ce n'était plus juste une question de baiser. C'était une question d'ADN qui pouvait bouleverser toute une lignée. Quand la vérité commence à s'infiltrer par la fente d'une porte, le monde entier court verrouiller les fenêtres. Le lendemain du scandale du baiser et de la lettre révélée, la famille Vasconcelos fit appel à tout ce qu'elle avait de mieux. Avocats, attachés de presse et même un pasteur célèbre pour tenter d'étouffer la crise. Heitor se rendit dans le manoir de sa grand-mère, la matriarche de la lignée, Donna Eleonora Vasconcelos, une femme qui semblait sculptée dans la glace et la laque capillaire. Elle ne sourit pas, ne se leva pas. Elle désigna juste le canapé. « Assieds-toi. » Heitor obéit. C'était le seul être humain au monde à encore obéir à cette femme. « Dis-moi que tout ça est une mise en scène, une opération marketing. Une stratégie que je n'ai pas encore comprise. Non. Alors tu as embrassé la domestique, et maintenant tu dis qu'elle est la petite fille du jardinier? Je ne dis rien. Je lis ce qu'il a écrit,
et j'écoute ce que me dit mon cœur. Et il me dit que je dois savoir la vérité. Éléonora détourna le regard. Tu es un Vasconcelos, Heitor. Ce que tu ressens n'a aucune importance. Ce que tu représentes, oui, je ne suis pas que ça. Ne sois pas idiot. Tu es un héritier. Tu portes un nom qui a bâti des quartiers entiers. Ce que tu ressens passe. Ce que tu portes, non. Heitor se leva. Le problème, c'est qu'on porte bien trop de choses, même ce qui n'aurait jamais dû être à nous. Le mensonge, l'omission, l'injustice. Cette fille ne peut rien prouver. Elle le peut. Un test ADN? Pas encore. Mais elle a la coupure de presse. Elle a la lettre. Et maintenant, elle a ma parole. C'est alors que la matriarche éleva la voix pour la première fois. Si tu confirmes cela, tu perdras la présidence. Les actionnaires bougent déjà. Certains veulent placer Alvaro à ta place. Heitor esquissa un sourire en coin. Peut-être qu'il convient mieux à l'empire que vous avez bâti. Pendant ce temps, dans le quartier modeste où vivait Livia, 2 voitures noires se garèrent discrètement. Un homme en costume frappa à la porte. Donna Alzira ouvrit. « Madame Alzira, je viens du procureur du travail. Nous avons reçu une dénonciation concernant des pressions psychologiques suite à la diffusion de la vidéo. » Pression de qui? De la part de l'entreprise Vasconcelos. On nous a informé qu'on a tenté de vous soudoyer pour garder le silence. Livia apparut dans le couloir, entendant tout. « Je peux vous parler aussi ?» demanda l'homme. Livia hésita, avala difficilement. « Oui. » Il sortit un enregistreur de sa poche. « Pensez-vous être victime de persécution? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on essaie de m'effacer, comme si j'avais mal agi. Juste parce qu'on m'a embrassé. Êtes-vous prête à réclamer justice? » Elle regarda sa mère, puis le mur écaillé du salon, et répondit « Oui, mais pas seulement pour moi. Pour une histoire qui a été cachée bien trop longtemps. » Au manoir, Éléonora serrait le téléphone avec une rage contenue. « Alvaro, la situation nous échappe. Si le nom Vasconcelos apparaît devant les tribunaux, on perd tout. Laisse-moi faire. Je vais régler ça. » « Comment? » « À l'ancienne. » Et c'est ainsi que Livia reçut une assignation, sortie de nulle part, l'accusant de calomnie, diffamation et atteinte à l'image de l'entreprise. Heitor l'apprit quelques minutes plus tard. Il se rendit à l'immeuble où elle vivait, monté sans prévenir, frappa à la porte. Quand Livia ouvrit, il avait le visage marqué par la douleur. « Ils essaient de te faire taire, je sais, mais ils n'y arriveront pas. Tu parles comme si tu étais de mon côté. » Heitor la fixa. Et si c'était le cas? Elle baissa les yeux. Tu crois qu'un baiser peut tout résoudre? Non, mais il peut être un début. À cet instant, c'était la première fois qu'il restait en silence sans culpabilité. Mais il ne savait pas que, à l'étage supérieur, quelqu'un avait tout entendu. Et cette personne avait beaucoup à perdre si la vérité éclatait. Il y a des douleurs qu'on ne sait pas expliquer. On les ressent. On s'enfonce. Livia passa la nuit éveillée, assise au bord du lit, les yeux ouverts, le monde fermé. La télévision, les commentateurs débattaient de sa vie comme si c'était un feuilleton. C'était prémédité, une passion, un coup monté par une fille simple ou un coup de folie de l'héritier rebelle. Sur Internet, les surnoms fusaient sans pitié. Le baiser de la bonne, la domestique et le PDG, la Cendrillon du chaos. Et sur son portable, même éteint, elle entendait encore l'écho des messages. « Honte pour ta famille. T'as gâché ta chance de devenir quelqu'un. Il va t'abandonner et reprendre sa vie. Et toi, tu retourneras nettoyer les toilettes. » Derrière la porte, Donna Alzira entendait sa fille pleurer doucement, jusqu'à ce qu'elle frappe. « Ma fille, silence. Je sais que tu veux parler à personne, mais écoute ta mère. » Livia ne répondit pas. « Il y a longtemps. Avant que tu naisses, moi aussi, j'ai aimé un homme d'en haut. »« Maman, s'il te plaît, » dit-elle d'une voix basse, tremblante. Il disait qu'il allait tout changer pour moi. Qu'il allait quitter sa femme, son nom, son empire. Et à la fin, il a disparu. Comme si j'étais une erreur qu'il avait faite en étant ivre. Silence de nouveau. J'étais en colère. Contre lui, contre moi, contre toi. Parce que tu me rappelais lui. Mais la vérité, ma fille, c'est que tu n'as jamais été une erreur. De l'autre côté de la ville, Heitor non plus ne dormait pas. Il tournait en rond dans sa chambre, chemise ouverte, téléphone en main. Il voulait l'appeler.
aller la voir, réparer les choses. Mais le poids des années de silence, des mensonges hérités, tombait sur lui comme du béton. Et plus encore, il avait peur de découvrir que Livia avait réellement du sang Vasconcelos, qu'elle pouvait être la fille de quelqu'un de la famille, ou pire, sa sœur. Ce qu'il ressentait pour elle se heurtait à présent au mur de l'inceste. Son cœur se mit à trembler de culpabilité. Il ouvrit le tiroir, prit la lettre de Rubens, la relut, chercha des indices, des noms, des dates, tout ce qui pourrait confirmer si cet homme, le jardinier, était le père de Livia, ou juste un pion dans un jeu plus sombre encore. Mais la lettre disait simplement « Elle est tombée enceinte ». Mais ce n'était pas une femme qui m'aimait, moi. C'était une femme qui aimait le pouvoir de mon patron. Heitor frappa fort du poing sur la table, parce que désormais tout était possible. Même que la mère de Livia ait été impliquée avec un autre homme de la famille. Peut-être Alvaro. Peut-être même son propre père. Et si c'était ça, ce qu'il ressentait, était-il un péché? Le téléphone sonna. C'était Isadora. Il hésita à répondre, mais décrocha. « Allô, tu as détruit ma vie. J'ai détruit une mise en scène. Tu ne sais pas ce que tu as fait, Heitor. Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos de ce qui arrive maintenant. » Qu'est-ce qui arrive? Un vrai scandale. Du genre qui ne salit pas que le nom, mais le sang. La ligne coupa. Heitor se figea. Au fond de la lettre de Rubens, il y avait une seconde feuille, collée. Il ne l'avait pas vue avant. Il la décolla avec précaution. Et là, dans une écriture tremblante, il y avait un nom. E.V. Eleonora Vasconcelos, la matriarche. Et une phrase, « Ce qu'elle m'a fait, ce n'était pas juste du rejet. C'était une punition. Et cette punition, elle l'a portée dans son ventre. » Heitor faillit lâcher la lettre, parce que si c'était vrai, alors Livia n'était pas la petite fille du jardinier. Elle était la petite fille de la femme la plus puissante de la famille, et peut-être sa cousine. Dehors, la pluie tombait drue, et dans l'âme des deux, elle tombait aussi, parce qu'il y a des baisers qui deviennent des souvenirs, mais certains deviennent des malédictions. Il y a des souvenirs qu'on enfouit si profondément qu'on oublie qu'ils sont encore vivants. Mais la mémoire, elle sait attendre. C'était la fin de l'après-midi. Le ciel était gris, mais il ne pleuvait plus. L'air avait une odeur d'ancien, de dimanche mélancolique et de terre humide. Chez Livia, le silence régnait. La télé était éteinte, sa mère dormait sur le canapé, et elle était là, assise par terre dans sa chambre, une boîte en carton sur les genoux. Une boîte qu'elle n'avait jamais ouverte. Sur le couvercle, écrit au stylo « Affaire de Mamie Rita ». Sa grand-mère était décédée quelques années auparavant, laissant plus de souvenirs que d'héritage. C'était une sage-femme, une guérisseuse, une de ces femmes qui en savent plus que bien des médecins. Livia ouvrit doucement. À l'intérieur, que des bricoles, une médaille tordue, un mouchoir taché, un chapelet cassé, et des photos, beaucoup de photos, certaines trop anciennes, des visages qu'elle ne reconnaissait pas, mais une attira son attention. Un petit garçon blond, joufflu, avec un sourire édenté. À côté de lui, une fillette tressée, à la peau brune, avec une robe à fleurs et les genoux écorchés. Au dos de la photo, écrit « Tico et fourmis, été 2002 ». Livia plissa les yeux. Cette image éveillait quelque chose en elle. Elle se regarda dans le miroir. C'était bien elle, à 5 ans environ. Mais le garçon, elle fixa le visage, le sourire en coin, le regard espiègle. Et soudain, elle se souvint. Tico, c'était ainsi qu'elle appelait le fils de la patronne, dans la maison de plage où sa mère travaillait l'été. Ils étaient enfants. Ils jouaient dans le jardin, jetaient des cailloux dans la piscine, partagèrent des glaces et des secrets. C'est lui qui lui avait donné ce surnom, Fourmi. « T'es toute petite, mais tu mords fort », disait-il en riant. Livia porta la main à sa bouche. C'était lui, le garçon sur la photo. C'est Heitor. De l'autre côté de la ville, dans le bureau de l'entreprise, Heitor feuilletait les anciens dossiers du service RH, tentant de retrouver quelque chose sur Rubens, le jardinier disparu. Mais ce qu'il trouva fut une fiche avec photo, nom et une note manuscrite, transférée après désaccord avec Madame E.V. À côté, un autre document, un acte de naissance effacé.
nom de la mère, Alzira dos Santos. Nom du père, non déclaré. Mais un tampon précisait « employé domestique au domicile Vasconcelos ». Heitor s'affala dans son fauteuil, sa tête tournait, puis son téléphone vibra. Un message, numéro inconnu. « Tu te souviens de Fourmi ?» Il blêmit, répondit « oui ». Un autre message arriva avec la photo. Il l'agrandit, sourit. « C'est pas possible. C'était elle, c'était lui, l'été 2002, et tout revint. Le jardin, les glaces, les après-midi cachés dans le monde des petits. » Il répondit « C'était toi ?» Livia envoya « C'était moi ». Puis, après un moment, un autre message. On se connaissait déjà. Avant le baiser, avant le chaos, avant que le monde ne bascule. Heitor fixa le téléphone comme s'il tenait une relique, et tapa. « Tu mords toujours aussi fort ?» Elle mit du temps, puis répondit « Ça dépend de qui demande ». Et à cet instant, son cœur ralentit, pour la première fois depuis des jours, car le rapprochement ne venait pas avec un cri, il venait avec un surnom. Et il y a des amours qui commencent par accident, mais qui renaissent par la mémoire. Mais pendant qu'il souriait, de l'autre côté de la ville, Álvaro Vasconcelos déchirait des documents dans une cheminée, en murmurant entre ses dents « Avant qu'il découvre la vérité, je réduirai ce passé en cendres. Il y a des vérités qui attendent en silence, mais quand elles décident de parler, rien ne peut les arrêter. » Le lendemain de ce discret renouveau entre Heitor et Livia, les journaux du matin révélaient une nouvelle bombe. Mais cette fois, ce n'était ni un potin de baiser, ni une spéculation d'ADN. C'était une dénonciation formelle. Un ancien employé de Vasconcelos Global, archiviste durant 20 ans, avait remis un dossier complet au ministère public. À l'intérieur, des copies de contrats falsifiés, des fiches de personnel disparus et un rapport détaillé sur la disparition de Rubens dos Santos, le jardinier, qui était bien plus que ce qu'on avait permis de croire. Et au milieu des documents, un nom, Álvaro Vasconcelos. Heitor reçut l'alerte sur son téléphone, directement de son avocat. C'est sorti. Tout est publié sur le site du MP. Il ouvrit le lien. Le titre disait « Un ex-employé dénonce manipulation d'archives et possible dissimulation d'abus de pouvoir à l'ère Vasconcelos ». Sa gorge se serra. Livia le vit aussi. Elle était avec sa mère dans la cuisine quand la notification est apparue sur le téléphone d'une voisine. Elle lut en silence, puis regarda sa mère. « Maman, tu as dit que Rubens t'aimait, non ?» Donna Alzira acquiesça, le regard chargé de brume. « Mais il n'était pas à moi. » « Comment ça ?» Rubens était marié, père de 2 enfants, mais il a été utilisé, par moi et par elle. Elle, Eleonora. L'air se coupa dans la pièce. Elle était veuve, jeune. Elle avait plus de pouvoir que son propre beau-père. Elle dirigeait et avait soif de contrôle. Elle disait que Rubens devait obéir, que c'était pour le bien de la famille. Livia recula. « Maman, tu es en train de dire que… » Elle l'a forcé, humilié, et ensuite, elle l'a effacé. Pendant ce temps, Heitor frappait à la porte du manoir de sa grand-mère. Un silence funèbre l'y accueillit. Eleonora était assise sur la véranda. Elle buvait du thé comme si le scandale n'avait aucun effet sur elle. « Vous avez vu les journaux ?» Elle ne broncha pas. « Oui. Vous avez abusé du jardinier ?» Elle leva enfin les yeux. « Le mot « abus » est bien trop moderne. À l'époque, on ne parlait pas de ça. C'est un aveu, c'est un avertissement. Attention à ce que tu déterres, Heitor, parce que le trou pourrait t'engloutir. Livia et sa fille ? Oui. Et la vôtre aussi ? Cette fois, elle hésita. Long silence, une respiration profonde. Puis elle dit « Non, elle est sa petite fille, donc ma cousine, au second degré. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Si, pour moi, pour elle, pour le monde. » Eleonora se leva, les yeux secs. « Et que fera le monde ? Il effacera mon nom de l'histoire. Il saura enfin qui vous êtes vraiment. » Elle s'approcha de lui. « Et toi, qui es-tu sans moi, Heitor ?» Il ne répondit pas. Elle ajouta « Si tu poursuis tout ça, sache que je sais jouer sale, moi aussi. » Il se retourna. « Alors jouez, parce que maintenant, il y a un juge qui regarde. » En sortant, il croisa Álvaro qui entrait, nerveux, en sueur, parlant au téléphone.
Brûlez les archives. Toutes. Aucun reste. Aitor le fixa. C'est trop tard. Ce soir-là, Livia reçut une convocation. Mais cette fois, c'était différent. C'était une invitation. Déposition officielle. Elle allait parler, dire ce qu'elle savait. Montrer les lettres, les photos, les souvenirs. Et pour la première fois, le nom Vasconcelos allait s'asseoir face à un juge, non pas pour commander, mais pour écouter. Oui, on dit que la justice est lente, mais qu'elle arrive. Et quand elle arrive, ce n'est pas en talons hauts, ses pieds nus, visage découvert, et les cicatrices de ceux qui ont attendu toute une vie pour être entendus. Il y a des choses qu'on porte à l'intérieur, mais quand elles sortent par la bouche, elles deviennent tremblements de terre. Ce mardi-là, la salle d'audience était pleine. Caméras à l'extérieur, journalistes qui se bousculaient, reporters cherchant des larmes avant l'heure. Livia entra la tête haute, mais à l'intérieur, c'était désert et tempête. Aitor était là, assis, silencieux, sans costume hors de prix, sans cet air de maître du monde, juste lui, et la peur qu'elle abandonne. Mais non, elle n'allait pas, parce que pour la première fois, sa voix serait entendue, sans être interrompue. Le juge, chauve et fatigué, ajusta ses lunettes. « Mademoiselle Livia dos Santos, vous avez la parole. » Elle inspira profondément. « J'ai grandi en pensant que ma place était derrière, que mon nom s'écrivait en petit, que ma mère était une ombre dans la maison des autres, et moi, une ombre d'elle. » Le juge acquiesça. Elle continua. « Mais un jour, une boîte s'est ouverte, et dedans, il n'y avait pas que des souvenirs, il y avait des blessures, un passé, un nom. » Elle montra la lettre, l'article, la photo. Cet homme, Rubens dos Santos, il était jardinier. Il a disparu sans laisser de traces. Et aujourd'hui, je sais qu'il a disparu, parce qu'il en savait trop. De l'autre côté de la salle, Alvaro transpirait à grosses gouttes. Aitor le fixait. « Il a été réduit au silence, » dit-elle, « parce qu'il était gênant. Parce qu'il a osé aimer, ou parce qu'il a osé dire non. » Le juge feuilletait les documents. Un expert confirma, la lettre était authentique. L'écriture, la date, tout concordait. « Ma mère a été utilisée, lui effacé, et moi oublié. » Elle leva les yeux. « Mais je ne suis plus une ombre, je ne suis plus un silence. » À ce moment, l'avocat de la défense des Vasconcelos demanda la parole. « Monsieur le juge, nous aimerions contester la véracité des liens sanguins avancés. L'absence de test ADN empêche toute conclusion définitive. » Le juge la regarda. « Êtes-vous disposé à faire le test ?» « Oui. » Aitor se leva. « Moi aussi. » Un murmure envahit la salle. « De mon plein gré, » ajouta-t-il, « car la vérité ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est d'hériter d'un mensonge. » Le juge suspendit l'audience pour 30 jours, le temps que les examens soient effectués. Livia sortit de la salle comme quelqu'un qui traverse un fleuve sans savoir nager, mais certaine d'avoir atteint l'autre rive. À la sortie, les journalistes fusèrent. « Aimez-vous Aitor ?» Elle s'arrêta. « Je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste qu'à ses côtés, ma voix semble plus forte. » Aitor la suivit, tapa doucement sur son épaule. « Merci de ne pas avoir fui. J'ai trop fui de moi-même. » Ils se regardèrent longuement, sans baiser, sans étreinte, juste le regard. Et parfois, ça en dit bien plus. Mais de l'autre côté de la ville, Donna Eleonora était assise dans un bureau sombre, une enveloppe ouverte sur la table. Dedans, le résultat d'un test effectué en secret. Elle le lut, ravala sa salive, et dit au majordome « Appelle Alvaro. » Maintenant ? Maintenant, avant que le monde découvre que l'enfant qu'il a eu, cette nuit-là, était avec la mauvaise femme. Oui, la vérité n'avait pas seulement un nom, elle avait un père. Il y a des hommes qui deviennent pères par accident, et d'autres qui, même par accident, refusent de l'être. Cette nuit-là, tandis que le monde dormait et que les flashs de la presse se reposaient, Alvaro Vasconcelos entra par la porte arrière du manoir de sa mère, en sueur, nerveux, imprégné de peur et de whisky rance. Eleonora l'attendait assise, tenant l'enveloppe. « C'est ta fille. » Il se figea. « C'est impossible. J'ai fait faire un test avec un cheveu qu'elle a laissé sur mon fauteuil lorsqu'elle est venue l'autre nuit.
Le laboratoire a confirmé. 99,9% de compatibilité. C'est une erreur. L'erreur, c'est toi. Il s'assit. Les mains tremblaient. Mais comment? C'était cet été-là, à la maison de campagne. Tu disais que ce n'était qu'un jeu, qu'il ne fallait pas que ça se sache. Il se passa les mains sur le visage, se frottant les yeux. Elle était juste la fille de la cuisinière, et elle est devenue ta fille. Mon Dieu, n'invoque pas Dieu ici, Alvaro. Ce qu'il y a ici n'a rien de saint. Silence. Elle le fixa, ferme. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Nier. Ce n'est plus possible. On dira que c'est un montage, que le test est falsifié, que c'est un complot politique. Tu ne comprends pas, Aitor sait déjà. Quoi? Il ne sait pas que tu es le père, mais il sait qu'elle fait partie de la famille, et il va creuser. Alvaro se leva comme si le sol brûlait sous ses pieds. Il veut tout me prendre. Il l'a toujours voulu. Ce n'est pas ça. Bien sûr que si, il veut ma place. Et maintenant il a une excuse. Éléonora se leva lentement, alla vers le bar, se servit 2 doigts de whisky. Peut-être qu'il est temps que tu comprennes que ce que tu as fait a un prix. Et toi, tu vas faire quoi? Rien. Comment ça, rien? Parce que celle qui va agir maintenant, c'est elle. Et de l'autre côté de la ville, Livia fixait le plafond, ignorant que cette nuit-là, une avalanche de vérité roulait droit sur elle. Heitor lui envoya un message. « J'ai quelque chose à te dire, en personne. » Elle répondit. « Maintenant? »« Oui, je t'attends sur la place près de chez toi. » 30 minutes plus tard, sous le lampadaire jaune et les sons de grillons et de moteurs lointains, ils se retrouvèrent. Il avait l'air sérieux, fatigué, mais avec les yeux plus vivants que jamais. « Qu'est-ce qu'il se passe? »« J'ai découvert. Qui est ton père ?» Livia se figea. « Comment ça? Ce n'est pas le jardinier? Ce n'est pas Rubens? »« Alors, qui ?» Il hésita. « Alvaro, mon oncle. » Elle fit un pas en arrière. « Non, c'est vrai. Ma grand-mère a confirmé. Il y a le test. Tout. » Elle s'assit sur le banc. L'air lui manquait. « Alors, toi et moi, on n'a pas de lien direct. Mais on vient du même arbre. » Elle se mit à pleurer, silencieusement. « J'ai été son erreur. Non, tu as été son secret. Et maintenant, tu es la vérité qui va tout libérer. » Elle le regarda. « Et toi, tu vas faire quoi ?» Aitor inspira profondément. « Demain, je dépose une plainte, pas juste pour le nom, mais pour la justice, pour ta mère, pour toi, pour tout ce qu'on nous a volé. Et ta famille, qu'elle assume les conséquences. » Elle sourit, un sourire triste, mais libre. « Et tu veux toujours savoir si je mords fort? Maintenant, je veux savoir si tu voles, parce que je suis prêt à voler avec toi, si tu veux. » Elle ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule, et là, dans le silence de la place, l'amour trouva un nouvel endroit où habiter. Mais au sommet de la tour de Vasconcelos Global, Alvaro passait un appel. « Préparez tout, je dois quitter le pays pour un moment. » Et l'entreprise? Qu'elle brûle avec eux. Parce que ceux qui ont peur de la vérité préfèrent parfois fuir que demander pardon. Il y a des noms qui brillent en lettres dorées, des noms qui signent des contrats, et d'autres qui pèsent comme des chaînes. Ce matin-là, la une des journaux était sans appel. Scandale Vasconcelos. L'héritier dévoile la filiation d'une fille illégitime et fait chuter la direction. Le monde des affaires était devenu un champ de mines. La bourse chuta. Les actionnaires exigèrent des démissions. Et pour la première fois depuis des décennies, le nom Vasconcelos n'évoquait plus le pouvoir, mais la honte. Dans le bâtiment de l'entreprise, les caméras captèrent Alvaro sortant avec une capuche sur la tête et une valise à la main, escorté par 2 agents de sécurité engagés par le nouveau conseil d'administration. Aitor prenait la présidence, mais il insista pour tenir une conférence publique. Le visage déterminé, il parla en direct à la télévision. Pendant des années, notre famille a dissimulé des histoires. Elle a utilisé son pouvoir pour faire taire des voix, y compris de l'intérieur. Mais aujourd'hui, le silence prend fin. Il pointa à l'écran géant. Une photo de Rubens dos Santos y apparut. Puis, celle de Livia. Voici Livia. Elle porte en elle la force de 2 mondes, le sang du travail et le droit à la vérité. L'assemblée applaudit. Certains ne comprenaient pas encore. D'autres, si.
Livia regardait tout cela de chez elle, les yeux pleins de larmes. Donna Alzira lui tenait la main. Ton père ne t'a jamais prise dans ses bras, mais aujourd'hui, le monde te regarde, ma fille, comme il faut. À la fin de son discours, Aitor inspira profondément. Vasconcelos Global va être restructuré, et une partie des bénéfices des 10 prochaines années sera destinée à un fonds d'aide pour les enfants et petits-enfants d'employés qui ont été lésés, réduits au silence ou exclus. Parce qu'un héritage, c'est plus que de l'argent, c'est une responsabilité. À la sortie, une journaliste demanda « Et vous, comment vous sentez-vous en assumant tout cela ?» Il sourit en coin. « Je me sens léger, parce que, quand on lâche ce qui ne nous appartient pas, le cœur apprend à voler. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Donna et Leonora regardaient la télévision avec un verre de thé intact, seuls, car ceux qui vivent pour tout contrôler meurent de solitude. Elle éteignit la télévision et murmura « Il a brisé la chaîne. » Maudit ou béni, ce même après-midi, une lettre arriva chez Livia. À l'intérieur, une enveloppe portant le blason de l'entreprise et une proposition. Pas d'argent, pas de poste, mais une place au conseil d'administration. « Il veut que tu entres là-dedans, ma fille, » dit Donna Alzira. « Pourquoi ? Pour changer ce que tu peux, de l'intérieur. » Livia resta silencieuse. Plus tard, elle se rendit dans le jardin de l'école où Aitor l'attendait. Il ouvrit les bras. Elle ne s'y jeta pas tout de suite. « Tu n'as pas besoin de moi, Aitor. Peut-être pas, mais je veux avancer avec toi. » Elle inspira profondément. « Je ne sais pas encore aimer sans me protéger. Alors, on apprendra ensemble. » Livia leva les yeux vers le ciel. « Mon père m'a refusé son nom, mais maintenant c'est moi qui choisis celui que je porte. Lequel ?» Elle sourit. « Le mien. » Puis, elle l'enlaça. Ce n'était pas la fin, c'était le commencement. Mais cette fois, le monde connaissait la vérité, et ceux qui vivent dans la vérité sont déjà riches. Il y a des lieux qui ne sont que des murs, et d'autres qui deviennent des racines. Quelques semaines après le scandale, les démissions et la conférence de presse, la vie commençait à se remettre en place. Pas comme avant, comme jamais auparavant. Pour la première fois, les pas de Livia ne résonnaient plus sur le sol des autres, mais sur le sien. Aitor, discret et silencieux, l'emmena sur un terrain simple, arboré, dans un quartier de classe moyenne, loin des routes de l'élite. Là, une pancarte en bois improvisée, Projet Fourmi, centre de soutien aux jeunes réduits au silence. Elle lut, pleura en silence. « C'est à toi, dit-il. À moi, à nous, mais c'est toi qui as donné le nom. Et l'idée est née de ton pas. » Sur le terrain, encore vide, une structure s'élevait. Colonnes, briques, ciment frais. Mais on pouvait déjà voir. Une école, un refuge, un départ. Livia entra dans la première salle, sentit le vent passer entre les fenêtres sans vitres. Et soudain, quelque chose attira son regard. Une porte entr'ouverte, avec une plaque écrite à la main. « Direction Livia dos Santos ». Elle sourit. Ce n'était pas une question de titre, c'était une question d'identité. De l'autre côté de la ville, dans les ruines de l'Empire qui faisait semblant d'exister encore, Alvaro avait disparu. Il s'était enfui en Europe, laissant tout derrière, sauf la paix, car ceux qui fuient la vérité l'emportent toujours dans leur bagage. Et Donna et Leonora, on la vit entrer dans une maison de retraite de luxe, la tête haute, mais seule. Les Vasconcelos ne voulaient plus entendre parler d'elle, et elle dut enfin affronter ce qu'elle redoutait le plus, son propre reflet. Aitor, lui, avait quitté la présidence. Il avait assumé un nouveau rôle, sans badge, celui de compagnon. Il recommença à enseigner discrètement dans des universités publiques. Il racontait son histoire comme exemple de rupture. Et peu à peu, son nom cessa d'être une manchette pour devenir une semence. Un samedi matin, Livia marchait dans le projet avec un groupe d'adolescents. Un garçon leva la main. « Professeur, pourquoi ça s'appelle fourmi ?» Elle sourit. « Parce que la fourmi est petite, mais elle porte bien plus que ce qu'on imagine. Et même si beaucoup ne la voient pas, elle change le sol sur lequel elle marche. » Le garçon acquiesça, sans tout comprendre, mais il ressentait. Aitor arriva avec 2 lunchbox et un jus de cajou. Le déjeuner
C'est l'heure. Ils s'assirent sur la marche de l'entrée. Tu te rends compte, dit-il en riant, que tout a commencé à cause d'un baiser? Elle rit. Un baiser qui devait être une fuite est devenu un chemin. Et nous, on construit, brique par brique, avec peur, avec foi. Il lui prit la main. Tu sais ce qui me touche le plus? Quoi? Ce n'est pas que le scandale soit passé, c'est de te voir ici, entière, dans ton nom, sur ton sol. Elle inspira profondément. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je pouvais être la protagoniste de ma propre vie. Et maintenant tu l'es. Au fond de l'école, les enfants riaient. Dehors, le soleil brillait sur les murs blancs du nouveau bâtiment. Et là, dans cet espace, entre la douleur et le renouveau, naissait quelque chose qu'aucune richesse au monde ne peut acheter, l'appartenance. Parce qu'il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas nés pour vivre effacés. Il y a des choses qui ne s'achètent pas avec de l'argent. Elles se payent avec la vérité. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture officielle du projet Fourmi. La communauté l'avait adopté. Les enfants souriaient. Les jeunes écrivaient. Et pour la première fois, une nouvelle génération grandissait sans avoir peur d'exister. Mais une enveloppe arriva, sans timbre, juste un prénom écrit à la main, Livia. À l'intérieur, une clé et un papier. Maison 14, Villa das Pedreiras, viens quand tu veux. Elle montra à Aitor. Il voulut l'accompagner, mais elle dit « Cette porte-là, je dois l'ouvrir seule. » C'était un vieux quartier presque oublié, que la ville n'affiche jamais en vitrine. Des maisons aux petits murs, une odeur de café au bois et des voisins assis sur les trottoirs. La maison 14 était simple. Une maison en bois ancien, avec de la peinture écaillée et une véranda qui grinçait. Livia ouvrit. L'air sentait le renfermer et le passé. À l'intérieur, une femme assise, un foulard sur la tête et le regard usé par le temps, sourit. « Je savais que tu viendrais. Qui êtes-vous? Je m'appelle Rita. J'étais amie de ton père. De Rubens. » Elle acquiesça. « Il m'a laissé ça pour le jour où tu serais grande, si la vie le permettait. » Rita lui remit une petite boîte en fer avec un cadenas. La clé était celle de l'enveloppe. Livia ouvrit. Dedans, un collier, simple, un pendentif en forme de fourmi, et un billet plié 1000 fois, pour ma fourmi que je ne verrai peut-être jamais, mais qui porte mon cœur. Si un jour tu portes ça autour du cou, sache que tu es plus grande que tout ce que le monde a essayé de te faire croire. Ses yeux se remplirent. Il savait qu'il avait laissé une trace, et qu'un jour, quelqu'un la suivrait. Livia s'assit par terre, comme si le poids de la boîte était désormais le sien. Il est mort? Oui, peu après avoir été renvoyé. Il n'a jamais cessé de demander après toi. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'on l'avait menacé. On lui avait dit que s'il réapparaissait, toi et ta mère seriez chassés, que 3 générations disparaîtraient. Livia ferma les yeux. Elle sentit l'odeur de son père sur le ruban du collier. Même sans souvenir de sa voix, c'était comme si elle l'entendait. « Merci, » murmura-t-elle. « Moi, je n'ai fait que garder. C'est toi qui as tout accompli. » Sur le chemin du retour, elle passa par l'ancien quartier de son enfance, celui où elle jouait, avant que la honte ne devienne routine, et elle vit le mur sur lequel elle dessinait autrefois. Elle ramassa un morceau de charbon au sol, écrivit quelque chose, et repartit. Des heures plus tard, Aitor passa par là. Élu, ici est née une fourmi, mais elle a appris à voler. Ce même jour, dans l'auditorium de l'école, une cérémonie symbolique eut lieu. Pas de luxe. Juste des chaises en plastique, un gâteau simple et des regards émus. Livia monta sur scène et prit le micro. Aujourd'hui, nous inaugurons l'espace le plus important de ce projet. Un mémorial, en hommage à tous ceux qui ont été réduits au silence, mais qui ont laissé une trace. Derrière elle, un mur de briques apparentes et une plaque neuve, encore couverte de poussière. Mémorial Rubens dos Santos, pour que plus jamais personne n'ait à crier en silence. Applaudissements. Larmes, étreintes. Et dans le public, une dame en robe fleurie demanda « Cette jeune fille, elle est la petite fille de qui ?» Et quelqu'un répondit « 2 personnes. Elle est elle-même. » Aitor l'attendait à la sortie. « Je peux te ramener ?»« Oui. »« À notre maison ?» Elle rit. « Notre maison. Notre temps, notre nom. » Ils montèrent dans la voiture. La radio jouait une vieille chanson.
Ce n'était pas la fin, mais un cycle se fermait, avec un nom, une pierre et un cœur fin.